Madame, Monsieur, bonsoir, nous sommes le mardi 29 janvier 2019 et bienvenue sur ICA Info. Donc nous continuons toujours à enregistrer dans des conditions très restreintes, donc nous espérons une solution prochaine. Alors bonne fête à Constance et bienvenue à tous. Attention, il va de nouveau neiger dans la Creuse et dans l'Allier dans la nuit de ce mardi. Donc la couche de neige pourrait être très conséquente. Dans les départements de la Creuse et dans l'Allier, les prévisionnistes annoncent entre 15 et 20 cm de neige à la Courtine dans la Creuse. Les conditions de circulation devraient être délicates sur le circuit routier. Autrement, charcuterie, c'est dans les environs de Courcey, au lieu-dit Les Prugnes, du terroir de qualité mais sans sel nutrité. Nous avons rencontré Alexandre sur le marché dans le vieux Montluçon. Le terroir, la proximité, le circuit court, c'est sa ligne de conduite. À Montluçon, c'est un marché tous les jours de la semaine. Le mardi, place Montbouillant, mercredi, quartier Ville-Gauzet, le jeudi, place de la Fraternité, samedi, place de la Vieille Ville, et le dimanche, le grand marché, quartier Ville-Gauzet. C'est une bataille de chaque instant pour ces commerçants ambulants. C'est les petits tréteaux contre les grandes surfaces. J'ai créé ma petite société qui s'appelle l'Autrement Charcuterie. Je fabrique des petites terrines sans ajout d'additifs au sel de Guérande avec du porc fermier de la région. J'ai axé mon entreprise en fait sur le local. J'ai fait ça dans le but aussi d'éviter aux gens de manger du sel nitrité et pour pouvoir manger plus naturellement possible. Voilà, je suis situé à Courcey, vers les Prugnes. J'ai démarré il y a 3 mois et là, à partir de lundi, je fais un petit cadeau au Resto du Cœur d'une valeur commerciale de 1 000 € de marchandises, ce qui équivaut à 177 viandes chaudes. Je fais ce cadeau parce que il me restait justement ces plats chauds que les gens n'ont pas voulu m'acheter au mois de décembre. Et au lieu de les trimballer pendant plus d'un 3 ou 4 ou 6 mois, même s'ils ont une validité de date de plus de 3 ans, bah, je préfère mieux les donner à des gens qui en ont plus besoin que moi. Voilà. Je roule pas en Ferrari, j'ai une petite entreprise, j'ai un petit Citroën Berlingot, je vis simplement, mais bon, au moins, de temps en temps, il faut avoir un peu le cœur sous la main, quoi. Voilà, c'est ça. Ces marchés apportent vie et couleurs au cœur des villes. C'est un moment de rencontre et de convivialité, et en même temps, ils redonnent aux citadins le goût et le parler du pays. Le janvier, février, mars, qui est un petit peu plus compliqué pour les commerçants. Et c'est vrai que bon bah on fait comme on peut quoi. L'été et l'hiver jusqu'au mois de décembre, c'est très productif. Ça va, il n'y a pas à se plaindre. Mais janvier, février, mars, pour les petits commerçants, c'est très très compliqué. Et il y a eu aussi les gilets jaunes qui sont venus bloquer les commerçants sur le pont, qui justement empêchent de venir. À ce moment-là, les clients, on a peur d'être bloqués. Il y a des commerçants qui ne sont pas déplacés aussi. C'est vrai que nous, ça nous pénalise un tout petit peu, quoi. Et vous n'avez pas de vente autre que le marché Ah si, bien sûr, j'ai un autre réseau de distribution qui est environ sur 80 revendeurs dans la région. Mais j'aime bien faire le marché parce que je suis au contact des gens. Je fabrique la terrine à la bière de Montluçon avec la lubie de la brasserie Blondel. J'ai une terrine de porc fromagère au Chambérat qui est avec le Chambérat du bourg, du coin. Tous les porcs viennent d'un éleveur. Ils ont été vendus à l'abattoir, que l'abattoir me revend à moi. Et ça, c'est la terrine à la bière de Montluçon, justement, qui est faite avec la brasserie Blondel. Bon. Durant ces périodes hivernales, pourquoi ne pas opter pour l'alpaca? C'est une laine chaude et de grande qualité, comme nous le présente Vincent Rio. Aujourd'hui, nous recevons donc Vincent Rio, qui vient de créer un projet avec une démarche éco-responsable qui se nomme Fine Alpaga. Vincent, bonjour, ça va? Bonjour, merci de me recevoir. Alors, c'est quoi le Fine Alpaga? C'est une entreprise familiale, ça a été créé il y a peu de temps. Donne-nous un peu de détails, un peu d'informations. Fine Alpaga, c'est une entreprise familiale, en effet, puisque mon épouse est péruvienne. Donc c'est une entreprise qui a été créée en début d'année, qui propose un site e-commerce de vente du produit du Pérou. Votre épouse, donc, elle est péruvienne, donc, mais comment a germé ce projet et comment il a été lancé? On avait envie en fait de créer un projet avec nos 2 cultures, donc on a pas mal réfléchi. Ça fait 2 ans qu'on est sur le projet. Et moi, en me baladant à Lima ou dans les régions péruviennes,
J'ai essayé d'identifier des potentiels pour vendre en France. Donc on s'est appuyé sur l'excellence textile du Pérou, l'alpaga et le coton Pima. L'alpaga, donc tout le monde ne le connaît pas. Donc l'alpaga, c'est synonyme de mohair, c'est synonyme d'excellence dans la laine. On le trouve exclusivement au Pérou. Vous avez des agriculteurs qui ont des exploitations d'alpaga à travers le monde, mais bon, essentiellement au Pérou, bien évidemment, puisque c'est un animal qui est depuis la période des Incas, donc depuis des milliers d'années, qui sont avec sur le territoire péruvien. Donc oui, c'est essentiellement péruvien. Alors comment a germé cette idée? Comment c'est venu ça? Je voulais partir sur des produits qu'on ne trouvait pas spécialement en France, en tout cas très peu. On a beaucoup de marchands péruviens sur les marchés dans l'hexagone français. Je voulais pas faire la même chose, bien évidemment. Donc je me suis appuyé sur des produits un petit peu haut de gamme, enfin des produits haut de gamme qui sont peu distribués sur le sol français. Il n'y a aucune fabrication qui se fait en France. La laine vient du Pérou. Cette démarche est une démarche éco-responsable. Déjà, ça permet de faire travailler des milliers de familles sur place, hein, parce que la production d'alpaga, c'est des agriculteurs locaux. Donc ça permet aussi de faire travailler des familles péruviennes. Donc c'était créer un lien entre la France et le Pérou. Donc s'appuyer sur des productions locales, c'est une démarche éco-responsable puisque c'est de la fibre naturelle, hein, et ça fait travailler l'agriculteur local. Alors comment vous allez financer ce projet? Vous avez lancé une campagne participative sur Internet? Alors oui, j'ai lancé une campagne de financement participatif qu'on appelle crowdfunding dans le jargon. Sur la plateforme Tudigo, qui est une plateforme qui est en partenariat avec la Chambre de commerce de l'Allier. L'idée de cette campagne, c'est de pouvoir nous aider à financer la collection printemps-été, parce qu'on arrive en pleine période de chaleur et que vendre des pulls au mois de juillet, c'est pas évident. Donc on a de toute façon un facteur saisonnier dans notre activité et la campagne de crowdfunding nous permet d'avoir un financement complémentaire, parce que bon, c'est pas que ça qui financera la collection, puisque c'est des produits encore une fois de haut de gamme, donc qui ont un coût aussi à l'achat, hein. On m'a donné un petit peu d'informations donc sur ce site. On fait un don. On a jusqu'au 7 mai. Si le 7 mai, la somme initiale n'est pas arrivée, tous les dons antérieurs sont perdus. Dans une campagne de financement participatif, on a ce qu'on appelle des paliers. On a un système de contribution, donc avec différents types de contributions. Et le premier palier, moi je l'ai fixé à 3 000 €. Aujourd'hui, il nous reste 19 jours de campagne et on est à 53% du financement du premier palier. Si ce premier palier n'est pas atteint, tous les donateurs récupèrent leur argent. Et selon l'argent qu'ils mettent, ils ont des cadeaux avec des produits de la boutique en ligne. Quels moyens vous allez avoir après la diffusion? C'est que vous avez créé un site internet depuis le mois de février. Donc qu'est-ce qu'on peut y trouver sur ce site alors? C'est un site e-commerce. Donc on a référencé des produits de fabricants sur place, hein. On n'a pas d'intermédiaire on travaille directement avec le fabricant péruvien. Donc c'est des écharpes, c'est des pulls, c'est des plaids, c'est des châles, c'est des bonnets. Et demain, on aura des t-shirts, des sweatshirts, des sweats à capuche, enfin des choses comme ça, à base de coton Pima. Donc il y a un coton exclusif aussi péruvien, qui ne supporte pas les pesticides, donc qui est bio. Ce site est accessible à tous, n'importe qui peut acheter. C'est un site pour les particuliers, oui, c'est pas un site pour les professionnels. Alors peut-être qu'on aura une démarche un jour pour retrouver des revendeurs de la marque de Finalpaca, mais en tout cas aujourd'hui, on a mis en place un site grand public. Et peut-être un magasin un jour? On verra si les finances nous le permettent, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 7 mai afin de venir aider Vincent et son épouse et son petit bébé qui est arrivé il y a peu de temps. Donc venez les aider, c'est une entreprise familiale donc qui vous propose des produits de qualité. On peut parler un peu de produits de luxe, l'alpaga. C'est du luxe, oui, ça concurrence, comme tu l'as dit Dominique, le cachemire et le mohair au niveau mondial, donc c'est de la laine très exclusive. Rendez-vous donc sur le site et surtout jusqu'au 7 mai, donc n'hésitez pas, un petit billet de 5 € multiplié par X personnes et ça donnera les possibilités à ce couple de Montluçonnais
de créer leur entreprise. Merci et à bientôt. L'associatif, c'est le poumon des villes. Et à Domérat, un salon leur est dédié. C'est le moment pour s'impliquer dans d'innombrables causes. La rentrée scolaire, c'est aussi le moment de choisir son activité. Et à Domérat, à l'espace Albert Français, c'était un jour de grande communication. Le Rex Club Domératoire, c'est un stand de tir de précision, de 10 mètres, 25 mètres et 50 mètres. Toutes les disciplines sont pratiquées à l'air comprimé ou à balle, 25 et 50 mètres. C'est une association qui a été créée en 1939 à Domérat. Donc il y a déjà pas mal d'années. On va fêter les 80 ans donc, cette année, en 2019. Et on est ouvert le samedi après-midi, le dimanche matin et le jeudi soir de 17h30 à 19h. On prête les armes, on fournit tout. Et puis tout le monde peut venir faire de la pratique. Pour la plupart des acteurs locaux de la vie associative, c'était un rendez-vous, les uns pour partager leur passion, les autres pour découvrir de nouveaux horizons. Le chant des fuseaux de Domérat. Oui, on a une petite jeune là, on en a une. Alors qu'est-ce qui t'a amené à faire du fuseau là? C'est ma voisine qui est là. Et ça te plaît Oui. Et qu'est-ce que tu retrouves en faisant du fuseau? Qu'est-ce que ça t'apporte là? Moi je suis très manuelle donc j'aime bien tous les trucs comme ça. C'est un plaisir. Oui. C'est un loisir exactement. Avant c'était un métier. C'est un loisir. Avant c'était un métier, maintenant c'est un loisir. La plupart des participants sont de vrais passionnés. Quel que soit le domaine associatif dans lequel ils œuvrent, pour eux, ce forum est la vitrine rêvée. L'aumônerie des jeunes, ce sont des jeunes qui sont au collège et qui ont des activités avec nous dans le cadre, disons que c'est surtout dans le vivre ensemble. Et il y a pas mal d'activités, vous allez voir, il y a des affiches où on voit bien de l'équitation, des sorties. Alors quels sont les critères pour faire partie de ce... Être au collège, voilà, tout simplement. Et puis on accueille tous les jeunes du collège de Domérat, parce qu'initialement l'aumônerie était attachée au collège de Domérat, mais des collèges alentours aussi. Le but, c'est quand même les apprendre à vivre ensemble, les aider à grandir humainement, etc. Voilà. Outre des stands où vous trouverez toute l'information nécessaire, beaucoup font le show durant 2 jours. Et de nombreuses démonstrations sont faites où vous pouvez rencontrer sur place les experts. On espère que beaucoup de jeunes vont les rejoindre, d'un point de vue musical, mais d'un point de vue festif. Les Troubles Fêtes, donc, c'est deux communes, en fait, Uriel et Domérat, qui se sont rassemblées il y a maintenant 10 ans. 2 bandas qui se sont rassemblés pour avoir plus de monde au niveau musicien. Maintenant, donc, on se débrouille pour avoir des prestations de qualité, donc au niveau de l'Allier, voire au niveau après de tous les bassins mollissonnés, et voire après au département limitrophe. Sur l'Aveyron, l'année dernière, pas plus tard que le week-end dernier, on était au niveau des Nuits de Sologne, au niveau du feu d'artifice, au niveau des Nuits de Sologne. Avec 20 000 personnes attendues, on a fait une belle prestation également. C'est une banda effectivement, mais qui a un répertoire plutôt rock'n'roll et plutôt moderne. On va dire que la musique du Sud-Ouest, on en joue, mais pas beaucoup. Alors on va être plutôt sur des musiques rock'n'roll et actuelles. On va dire un cachet particulier à notre musique, et très différent des autres. Ces forums sont importants pour le dynamisme local. Comme on arrive au mois de septembre, puis c'est la période des champignons, quels sont les gestes à ne pas faire quand on va ramasser les champignons? Il y a plusieurs recommandations. La première, c'est bien sûr d'aller dans des forêts domaniales où on a l'accès, ça c'est la première des choses. Ne pas aller dans les forêts privées. La deuxième recommandation, c'est de cueillir que les champignons dont on est sûr. Ou participer donc à des sorties avec les sociétés mycologiques, éventuellement montrer ses récoltes à un pharmacien ou à un mycologue si on a un doute. Et lors de la cueillette, toujours cueillir le champignon dans sa globalité, c'est-à-dire sans sectionner la base du pied, puisqu'il y a des caractéristiques, des odeurs ou des formes de pied qui peuvent faciliter la détermination. Nous allons faire une exposition mycologique à Maulnes le 21 octobre,
toute la journée, donc du matin jusqu'au soir 18h30. Dans cette exposition, donc, il y aura évidemment des champignons qui seront classés par famille avec une étiquette signalétique un peu comme on a là, la comestibilité, le nom français, le nom vernaculaire. On aura également une exposition thème nature où on aura des oiseaux, des fleurs, des insectes, beaucoup d'insectes qui seront présentés. Moi je ne bois pas, mais il faut prendre en considération ceux qui boivent. Et boire ou conduire, il faut vraiment choisir. Ici vous êtes à l'association Alcool Écoute, Joie et Santé de l'Allier. C'est une association qui est affiliée à la Fédération nationale Alcool Écoute. Voilà. Et le rôle de cette association, c'est d'aider les personnes en difficulté avec l'alcool et surtout d'informer le public sur les risques d'une consommation abusive. On fait pas mal d'actions dans les lycées, les collèges et on a des permanences dans tous les forums, un petit peu partout, quoi. Mais on arrive très très bien à se sortir de l'alcool. Alors on m'a toujours dit qu'on démarre par un verre, oui. Et tout doucement, on ne s'en rend pas compte, oui. Et on devient indépendant, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux devant l'alcool. Il y a des personnes qui vont boire toute leur vie, ils ne seront jamais dans la dépendance, et d'autres qui, avec quelques verres, vont sombrer dans l'alcool. Prochainement, le dernier recueil de Dominique Filleton, Bref de comptoir au glacier, sera dans les bacs. Ce recueil met en valeur des instants intérissables au restaurant du bar Le Glacier. Une dédicace sera prochainement programmée. Le Bourbonnais, une terre d'auteurs et une première au glacier sur le boulevard de Courtais, deux auteurs régionaux présentaient leurs ouvrages autour d'un petit déjeuner. Une idée originale avant le Salon du Livre dans ce même lieu, le 28 avril 2018. Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui en direct du Glacier. Donc le Glacier, c'est boulevard de Courtais à Montluçon. On va découvrir le premier petit déjeuner littéraire. Comment est venue cette idée, Francis? Eh ben, disons que la première fois, j'avais acheté le livre à Dominique Filleton, le deuxième, le troisième, et je les ai mis donc à disposition des clients. Et de ce fait, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on pourrait peut-être faire un petit partenariat et puis amener un petit peu de gaieté, de bonheur et faire quelque chose de sympa. On s'est dit, pourquoi pas en faire plusieurs, avec plusieurs auteurs, et donc je pense que ça peut être pas mal aussi. Alors je crois que pour une première, on va retrouver des artistes donc, de la région, et notamment aussi des artistes de la Creuse. Voilà, tout à fait, avec, par le biais de Facebook, hein, donc effectivement, avec tous nos amis virtuels, on a pas mal de pubs et effectivement ça peut être pas mal. Philippe Châtel qui a écrit donc Contes et légendes, et notre ami Dominique Filleton, qu'on ne présente plus non plus, c'est une figure emblématique de la ville de Montluçon. Alors ce livre comporte 101 contes et légendes de Montluçon, donc ce sont des contes que j'ai créés pour la plupart. Je me suis inspiré de l'histoire locale, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Bien sûr, j'ai réécrit certaines légendes anciennes de Montluçon, comme le château de l'Ours. Par exemple aussi, j'ai écrit sur Juliette Caron, qui était une charpentière. Donc c'est une femme qui a vraiment existé, et j'ai écrit une petite histoire sur elle. Bon, il y a des histoires par exemple comme Le Visiteur, donc c'est un homme qui reçoit la visite du diable à Montluçon. Donc c'est vraiment un livre de contes et de légendes sur Montluçon, et ça manquait parce qu'on a des contes et légendes bourbonnaises. Il existe des contes et légendes un petit peu partout, mais sur Montluçon, il n'y en avait pas. Donc j'ai eu cette idée, et puis aujourd'hui au petit déjeuner littéraire, je le présente. Voilà, et j'espère que c'est un livre qui va séduire le public. Bien sûr, j'ai pas pu tout écrire. Voilà, par exemple la création de Dunlop. Et je ne l'ai pas encore écrite, donc ça c'est dans un prochain livre. Donc je pense à un autre livre qui s'appellera Les Historiettes de Montluçon, parce qu'il y a à peu près 400 ans, Talleyrand de Réau avait écrit Les Historiettes françaises. Ce sont des petites nouvelles, des histoires, et ça c'est en cours de rédaction. Donc je parlerai notamment de la création légendaire de Dunlop. On connaît tous un peu l'histoire. Voilà, le président de Dunlop est en visite ici, il se rendait dans le sud de la France pour créer une usine, son train est tombé en panne, et il est resté bloqué à Montluçon pendant 3 jours. Il a découvert les usines Saint-Jacques qui étaient désaffectées, et il s'est dit je vais, pourquoi pas, et c'est comme ça que Dunlop est né à Montluçon. J'ai réédité celui-ci il y a quelques jours, Paysage montluçonnais de Jean Vincent. Donc c'est un livre qui a été écrit dans les années 20, et ce petit bouquin,
parle de l'histoire locale. Donc Jean-Vincent traite de sa famille, il rend hommage à son père, à ses copains. Donc c'est toute une vie de l'époque qui renaît. Donc, et ça, bon, ça s'appelle Paysage Montluçonnais. Donc ça avait complètement disparu et je l'ai réédité. Donc, voilà, c'est son témoignage de l'époque et ça avait complètement disparu. Toi, on est vraiment sur. Ça vient de sortir. Ouais. Alors Dominique, le prochain livre qui va sortir, hein, on parle d'histoire, on parle du temps d'avant. Disons que là je viens de le terminer il y a à peu près 2-3 jours. Je viens de faire un livre sur les cartes postales anciennes. Donc il va y avoir 388 cartes postales. Montluçon, tout Montluçon, tous les thèmes sont mélangés. Ça peut être l'avenue de la République, le boulevard de Courtet, tous les anciens commerces, pas mal de cartes postales sur la caserne de Montluçon. Donc voilà, je pense que ça devrait plaire. Donc là, je viens de le terminer il y a 2 jours et le livre, faut jouer avec Philippe Châtel, donc mon éditeur. Le livre, je pense, devrait sortir début mai. J'ai aussi fini le mois dernier un livre sur la piscine Saint-Jean. Donc pour ceux qui me connaissent un petit peu, savent que j'en avais déjà fait il y a 4 ans en arrière. Mais bon, à l'époque, j'étais co-auteur avec Philippe Ray. Le livre est épuisé, donc j'ai décidé, avec l'accord bien sûr de Philippe Châtel, d'en refaire un autre tout seul. Ce coup-ci en mettant plus de photos, avec des photos inédites notamment, de plongeurs de Montluçon qui m'ont été prêtés par le commandant Compiègne, très connu à Montluçon, donc le commandant du corps des pompiers de Montluçon. Et donc le livre devrait sortir aussi, on va dire, fin mai, début juin. Le livre était sorti donc fin novembre, donc il marche bien puisqu'on doit être à peu près à, je pense, 350 exemplaires de vendus. Donc il est toujours en vente bien évidemment, dans tous les points de vente de Montluçon, Cultura, les librairies des écoles, l'espace culturel Leclerc, voilà. Donc ce matin, je suis venu avec mes 5 titres, plus que ce que je disais tout à l'heure, les titres qui vont arriver derrière dans le mois de mai, dans le mois de juin, voilà. Et le tout dernier, donc c'est celui-là, qui est sorti donc au mois de janvier. J'ai voulu rendre un petit hommage au bar Le Moderne, où je vais régulièrement. Je précise pour boire du café, hein. Voilà, donc lieu emblématique de Montluçon, donc j'ai voulu leur rendre hommage. Voilà, donc à l'intérieur vous avez il y a à peu près une vingtaine de photos, donc anciennes ou récentes, enfin de la carte postale, des photos récentes que j'ai fait donc, et des brèves. Il y a 874 brèves de comptoir, donc tout ce qui se raconte, on retrouve toujours un petit peu les mêmes choses, hein. C'est vrai que ça soit Montluçon, n'importe quelle ville de France, voilà, les gens vont au bar le matin, discutent de ce qu'ils ont vu la veille à la télévision, de tout un tas de choses, voilà, et donc j'ai voulu immortaliser tout ça dans un livre. Merci de votre attention. Donc ce soir à la télé, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est sur TMC. Et comme un chef avec Michael Youn et Jean Reno, c'est sur C8. Alors bonne soirée à tous et à bientôt pour une prochaine édition et surtout portez-vous bien.